Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le cours de la sémiologie des crises d'épilepsie. Le diagnostic et le traitement des syndromes épileptiques feront l'objet d'une autre vidéo. Alors, ce cours a pour objectif pédagogique de reconnaître une crise d'épilepsie, de distinguer une crise d'épilepsie d'une épilepsie maladie, de connaître les mécanismes physiopathologiques sous-tendant les crises d'épilepsie, de savoir classer les crises selon la nouvelle classification de la Ligue internationale contre l'épilepsie qui date de 2017, de connaître les étiologies des crises d'épilepsie et enfin d'identifier un état de mal épileptique. Alors voici le plan du cours. Nous allons commencer par une petite définition. Ensuite, nous verrons l'épilepsie en chiffres dans le monde et en Algérie. Nous verrons aussi les mécanismes physiopathologiques des crises, la nouvelle classification. Nous nous étalerons ensuite sur la sémiologie électroclinique des crises, qui sera illustrée par des vidéos de crise, bien sûr. Nous discuterons aussi les principaux diagnostics différentiels et les éventuelles étiologies. Et enfin, nous terminerons par une petite conclusion avec les messages clés à retenir de ce cours. Alors pour la définition, la Ligue internationale contre l'épilepsie définit les crises comme des manifestations cliniques transitoires, qu'elles soient motrices, sensitives, sensorielles ou psychiques, pouvant s'accompagner ou non d'altérations de l'état de conscience. Elles sont liées à l'activation excessive et hypersynchrone d'un groupe de neurones cérébraux. Donc la définition clinique se base sur les manifestations qui sont transitoires, contrairement à d'autres maladies neurologiques qui donneront des déficits permanents. Elle se basera aussi sur l'activité neuronale excessive et hypersynchrone, c'est-à-dire une synchronie anormale, mais l'état de conscience n'est pas toujours altéré. On peut assister à d'authentiques crises d'épilepsie avec conservation de l'état de conscience, notamment dans les crises focales, anciennement appelées crises partielles. Un autre élément important à retenir, c'est le fait qu'une crise épileptique peut être occasionnelle et ne constitue pas en soi une maladie épileptique et ne justifie donc pas d'un traitement antiépileptique. Donc attention à ne pas étiqueter à tort d'épileptique un patient qui n'a fait qu'une seule crise. Alors il faut au moins 2 crises non provoquées pour parler d'épilepsie. Non provoquées sous-entend qu'elles n'ont pas été déclenchées par une hypoglycémie, par une hypocalcémie, par un sevrage en drogue ou tout autre trouble métabolique. C'est pour cette raison que la Ligue internationale contre l'épilepsie a défini l'épilepsie comme un trouble cérébral caractérisé par une prédisposition durable à générer des crises d'épilepsie. Autrement dit, la crise, c'est un symptôme et l'épilepsie, c'est une maladie chronique caractérisée par la répétition de ce symptôme. En ce qui concerne l'épidémiologie, l'Organisation mondiale de la santé estime que le nombre d'individus épileptiques à travers le monde est de 60 millions, dont près de 80% vivent dans des pays en voie de développement. L'incidence varie en fonction des études, entre 50 et 190 nouveaux cas par 100 000 habitants par an, et la prévalence est estimée à 8 pour 1000. Quant aux facteurs de risque, ils vont des complications périnatales au traumatisme crânien, en passant par les tumeurs cérébrales, les accidents vasculaires cérébraux et les infections du système nerveux central. En Algérie, l'incidence de l'épilepsie est estimée à 56 nouveaux cas par 100 000 habitants par an et sa prévalence rejoint la prévalence mondiale. Quant aux facteurs de risque, ils ont été identifiés à travers une étude épidémiologique menée au service de neurologie du CHU d'Oran en 2015. Les facteurs en question identifiés sont la consanguinité parentale au premier degré qui multiplie par 2 le risque de développer une épilepsie, une histoire familiale d'épilepsie chez un apparenté au premier degré qui multiplie par 4 le risque de faire une épilepsie, des antécédents de convulsions fébriles dans l'enfance. Les convulsions fébriles, comme vous le savez, sont définies comme des crises survenant chez l'enfant entre 6 mois et 5 ans à l'occasion d'une fièvre. On a aussi comme facteur de risque les antécédents de traumatisme crânien sévère et le retard mental ou déficience intellectuelle. Physiopathe. Alors avant d'entamer la physiopathologie, rappelons que les neurones fonctionnent avec de l'activité électrique. Donc si on enregistre l'activité d'un neurone et qu'on le stimule, on aura un potentiel d'action qui est une réponse électrique à la stimulation.
Rappelons également que ce qui permet aux neurones de fonctionner, ce sont les canaux ioniques. Sans eux, il ne pourrait pas y avoir d'échange et donc de changement de potentiel. Ils permettent le passage des ions dans un sens ou dans un autre. Ces canaux sont nombreux, on a des canaux de sodium, des canaux chlore, des canaux potassiques et des canaux calciques. Alors une crise d'épilepsie est consécutive à une hyperexcitabilité cellulaire et synaptique au niveau neuronal, c'est-à-dire que les neurones sont trop excitables. Cette hyperexcitabilité se traduit par une dépolarisation massive paroxystique qui génère des bouffées de potentiel d'action au sein d'une population de neurones. Mais qu'est-ce qui entraîne cette hyperexcitabilité? En gros, nous avons deux mécanismes, l'excitabilité intrinsèque et l'excitabilité extrinsèque. Commençons par l'excitabilité intrinsèque. Les canaux ioniques potentiels dépendants sont importants dans l'excitabilité intrinsèque du neurone, c'est-à-dire la capacité du neurone à créer un potentiel d'action ou pas, ou à en créer trop s'il est hyperexcitable. Ils vont s'ouvrir quand il y a un changement du gradient membranaire des neurones. Lorsque ce gradient augmente, on aura une ouverture des canaux permettant l'entrée des ions. Si par exemple il s'agit d'ions sodium, cela va dépolariser le neurone et le potentiel de membrane va monter en positif. Le deuxième mécanisme, c'est l'excitabilité extrinsèque. Il faut savoir que les récepteurs ionotropiques sont des canaux non dépendants du potentiel. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut dépolariser le neurone, ils ne s'ouvriront pas, quel que soit le niveau du potentiel de membrane. Ils attendent que des substances viennent se fixer pour ouvrir ou fermer le canal. On dit qu'ils sont dépendants de substances. Par exemple, ici on a un canal qui va laisser entrer les ions positifs dans la cellule quand on lui applique une certaine substance, ce qui va dépolariser le neurone et donc l'exciter. Au contraire, d'autres laissent entrer les charges négatives et vont hyperpolariser le neurone, c'est-à-dire l'inactiver. Pour faire simple, retenez qu'il y a deux grands systèmes. Le système excitateur du glutamate, qui est le neurotransmetteur excitateur majoritaire dans le cerveau, il fait entrer des ions sodium et sortir quelques ions potassium, et donc il excite le neurone. Et puis nous avons le système inhibiteur du GABA qui fait entrer des ions chlore qui sont chargés négativement bien sûr et qui hyperpolarise le neurone et donc il va l'inhiber. Donc si on veut résumer les mécanismes physiopathologiques de la crise d'épilepsie, on va dire que l'hyperexcitabilité dépend grossièrement de trois facteurs. Une altération des canaux voltage dépendants, donc des canaux calciques, sodiques, potassiques au chlore, c'est ce qu'on appelle l'hyperexcitabilité intrinsèque. Une augmentation de la transmission synaptique excitatrice, donc qui dépend du glutamate, ou alors une diminution de la transmission synaptique inhibitrice, donc dépendant du GABA. L'hyperexcitabilité neuronale est favorisée par le manque de sommeil, par l'hyperventilation, par des lumières clignotantes qu'on appelle stimulation lumineuse intermittente, par la prise d'alcool ou de psychotropes. Alors lorsque les décharges intéressent d'emblée les deux hémisphères de façon synchrone, c'est-à-dire en même temps, elles se manifestent par des crises généralisées. Et lorsqu'elles se limitent à une zone du cortex, elles se traduisent par des crises focales. Passons maintenant à la classification des crises d'épilepsie. La classification des crises a fait l'objet de plusieurs révisions par des groupes d'experts qui ont essayé à chaque fois de simplifier la terminologie pour homogénéiser le langage entre les praticiens qui prennent en charge la pathologie épileptique. Je vais vous épargner les anciennes classifications des crises et vous parler uniquement de la dernière qui date de 2017 et qui classe les crises selon que leur point de départ soit focal, généralisé ou inconnu et selon leur mode d'expression, qu'ils soient moteurs ou non moteurs. Il faut savoir que les crises anciennement appelées crises partielles secondairement généralisées sont actuellement dénommées crises avec propagation bilatérale tonico-clonique. Nous allons voir la sémiologie électroclinique de toutes ces crises en détail. Alors nous commencerons par la sémiologie électroclinique des crises à début généralisé. Et là, nous verrons d'abord les crises avec phénomène moteur, ensuite les crises avec phénomène non moteur appelées absence.
Nous passerons ensuite aux crises à début focal, avec puis sans phénomène moteur, et nous terminerons par les crises à propagation bilatérale tonico-clonique. Pour les crises généralisées avec phénomène moteur, nous avons en premier lieu les crises myocloniques. Alors il s'agit de sursauts résultant de contractions simultanées de muscles agonistes et antagonistes, provoquant des secousses musculaires violentes, très brèves, bilatérales, plus ou moins symétriques, survenant en éclairs, mais sans trouble apparent de la conscience. Ces secousses siègent le plus souvent au niveau des muscles périorbitaires et des racines des membres, occasionnant un lâchage d'objets ou des chutes, et elles surviennent surtout le matin au réveil. Elles peuvent être spontanées ou provoquées par le manque de sommeil, le jeûne, l'alcool, les drogues et parfois par la stimulation lumineuse intermittente. L'enregistrement électroencéphalographique, c'est-à-dire l'EEG, montre des décharges de polypointes ondes que vous voyez ici, bilatérales et symétriques, on les voit sur toutes les dérivations et elles sont synchrones. Voilà, on les voit en même temps sur toutes les dérivations. Alors là, nous allons voir une vidéo illustrant une crise myoclonique. Alors le sujet est conscient, allongé, voilà, un petit sursaut, un deuxième, sans perte de connaissance et un troisième. Ça, ce sont les crises myocloniques. Ensuite, nous avons les crises cloniques. Il s'agit de secousses musculaires segmentaires, répétitives et rythmiques, c'est-à-dire la succession de flexions et de relâchements des segments de membres qui s'accompagnent d'une perte de connaissance et d'une obnubilation post-critique, c'est-à-dire après la crise. Elles surviennent surtout chez le jeune enfant à l'occasion de convulsions fébriles. L'EEG critique, c'est-à-dire au moment de la crise, il met en évidence des décharges rythmiques de 1 cycle par seconde, d'ondes lentes, pointes et pointes-ondes très irrégulières. Les crises toniques sont des contractions musculaires soutenues, c'est-à-dire une rigidité. C'est une sorte de rigidité musculaire durant quelques secondes, avec altération de l'état de conscience, une apnée et des troubles végétatifs. Elles entraînent des chutes brutales à l'origine de traumatismes. Alors, les crises toniques se traduisent sur l'EEG par un simple aplatissement du tracé ou par une décharge qui est très rapide à 20 Hz, mais qui est bilatérale et synchrone. Ensuite, nous avons les crises atoniques. Il s'agit d'une brève dissolution ou perte du tonus postural, entraînant une chute brutale et traumatique. Le plus souvent, il s'agit d'une chute brutale de la tête ou d'un fléchissement des genoux. Le sujet tombe et se relève immédiatement, donc il ne perd pas connaissance. La crise atonique se traduit électriquement sur l'EEG par des décharges rapides de polypointes ondes à 10 Hz ou plus. Elle se voit dans le syndrome de Lennox-Gastaut dont on parlera dans le cours des syndromes épileptiques. Alors regardez, là nous avons un enfant qui est en train de faire du coloriage. Voilà, soudain, il a un relâchement musculaire qui entraîne une chute brutale de la tête, mais l'enfant ne perd pas connaissance, il reprend son activité normalement. Le problème avec ce type de crise, c'est les blessures fréquentes et surtout au niveau de la face et du crâne. Donc on pourrait être amené à préconiser le port d'un casque pour éviter ces blessures. Ensuite, nous avons les spasmes généralisés qui sont de brèves crises avec flexion du tronc et flexion ou extension des membres durant 2 ou 3 secondes, c'est tout, sans perte de connaissance, mais elles se reproduisent en salve, c'est-à-dire qu'elles se reproduisent de façon très rapprochée. Alors, ces spasmes surviennent surtout chez les enfants atteints d'un syndrome de West. Alors, regardez ce nourrisson. Voilà, flexion du tronc, extension des membres supérieurs, mais sans perte de connaissance. Alors, les spasmes ne sont pas douloureux. Voilà. L'examinateur essaye de remettre les électrodes de l'EEG. Voilà, et un autre spasme. Alors, dans le spasme épileptique généralisé, l'EEG met en évidence un aspect dipsarythmie, c'est-à-dire une activité continue d'ondes lentes, de pointes et d'ondes aiguës, asynchrone, irrégulière,
qui changent à chaque instant de durée et de topographie. Elles peuvent être focales ou multifocales ou généralisées, mais sans jamais prendre un aspect répétitif rythmique. Un autre type de crise, le plus connu d'ailleurs, ce sont les crises tonico-cloniques généralisées, anciennement appelées crises grand mal. Ces crises se déroulent de façon assez stéréotypée, c'est-à-dire toujours de la même façon, associant des phénomènes moteurs et végétatifs avec une perte de connaissance. La crise évolue en 3 phases. Nous avons la première phase tonique, suivie d'une phase clonique, et enfin la phase résolutive que l'on appelle le coma post-critique. Alors la phase tonique dure 10 à 20 secondes. Il s'agit d'une contraction brusque et soutenue de l'ensemble de la musculature squelettique responsable d'une chute. La contraction des muscles abdominaux et de la glotte est à l'origine d'un cri strident qui inaugure la crise. Le patient est inconscient, il a les yeux révulsés, le tronc et le cou en hyperextension et les 4 membres en extension et en adduction. La contraction de la mâchoire est responsable de la morsure latérale de la langue. Cette dernière est le signe le plus fiable de l'origine épileptique d'une perte de connaissance. La contraction tonique du diaphragme et des muscles intercostaux entraîne une apnée avec cyanose. Les troubles végétatifs peuvent être marqués à type de tachycardie, une augmentation de la pression artérielle, une mydriase, une rubéfaction de la face, c'est-à-dire une rougeur du visage, et enfin on peut avoir une hypersécrétion bronchique et salivaire. La deuxième phase, c'est la phase clonique. Elle dure 20 à 30 secondes. Durant cette phase, le relâchement intermittent de la contraction tonique entraîne une succession rythmique de secousses musculaires en flexion, secouant l'ensemble du corps. Enfin, la phase résolutive ou post-critique, elle dure quelques minutes à quelques dizaines de minutes. Elle se manifeste par une résolution musculaire totale avec respiration ample et bruyante qu'on appelle le stertor. C'est une respiration qui est gênée par l'hypersécrétion bronchique et salivaire. Il s'y associe un relâchement sphinctérien avec émission d'urine et parfois même de sel. Au réveil, le sujet ne garde aucun souvenir de sa crise. C'est ce qu'on appelle l'amnésie post-critique. Il se plaint de céphalées et de courbatures occasionnées par la chute initiale. Alors là, c'est un sujet qui dort paisiblement. À un moment donné, il a quelques myoclonies. Ensuite, nous avons une hypertonie. Regardez la tête qui est rejetée en arrière. Une hyperextension du tronc et du cou. Une hyperextension et adduction des membres supérieurs, c'est la phase tonique. Là commence la phase clonique avec des secousses, flexion et relâchement. Voilà. Ensuite, les secousses vont diminuer en fréquence pour signer la fin de la crise. Voilà. Et là, nous avons le début de la phase résolutive ou post-critique. Alors, à l'EEG, puisqu'il s'agit d'une crise généralisée, les anomalies sont bilatérales, plus ou moins symétriques et synchrones. Lors de la phase tonique, on enregistre une activité rythmique rapide à 10 Hz. La phase clonique est marquée par des intervalles d'aplatissement du tracé ou d'ondes lentes. Et la fin de la crise est annoncée par des pointes isolées suivies d'ondes lentes. Enfin, à la phase post-critique, le tracé reprend peu à peu son aspect intercritique normal. Alors voilà, nous venons de voir la sémiologie des crises à début généralisé avec phénomène moteur. Maintenant, nous passons aux crises généralisées avec phénomène non moteur, autrement dit, les absences. Alors les absences sont des épisodes brefs de rupture du contact avec fixité du regard, arrêt de l'activité en cours et incapacité à répondre. Les crises d'absence peuvent s'accompagner d'automatisme ou de clonie palpébrale. Elles durent 4 à 30 secondes et se répètent plusieurs fois dans la journée. Ces absences sont l'apanage des enfants d'âge scolaire et des adolescents. Elles peuvent être typiques ou atypiques.
Dans les absences typiques, les épisodes sont faits de rupture permanente du contact durant en moyenne 8 à 10 secondes, de début et fin brusques. C'est ce qui caractérise l'absence typique. Le début et la fin sont brusques. Elles sont déclenchées par l'hyperpnée. Pour cela, on peut demander à l'enfant de souffler sur un moulin à vent pendant 33 minutes pour déclencher la crise d'absence et faire le diagnostic sans avoir le recours à l'EEG. Alors ce dernier, l'EEG est caractéristique, il met en évidence des décharges continues, de pointe onde généralisées, bilatérales et synchrones, on les voit sur toutes les dérivations. Elles sont d'une fréquence de 3 Hz. À début, regardez, le début est brutal et la fin est tout aussi brutale. Sur un rythme de fin qui est tout à fait normal, ces anomalies sont activées par l'hyperpnée, c'est-à-dire quand on demande à l'enfant de souffler, on peut déclencher ces anomalies à l'EEG. Alors sur cette vidéo, on peut voir cette petite fille en cours d'enregistrement vidéo EEG. Pour déclencher une crise d'absence, le technicien lui a demandé de souffler sur le moulin à vent. Alors regardez, hop, là vous avez l'absence avec la bouffée. Elle s'arrête de souffler et regardez à ce moment-là, hop, reprise d'un contact normal et fin de la crise d'absence. Là, on a un autre enfant qui est en train de faire ses devoirs. Il est en train de compter. Voilà. Et puis, hop, il a le regard figé. Il ne répond pas. Ça dure quelques secondes. Et il reprend une activité tout à fait normale. Donc, vous voyez, c'est vraiment bref comme épisode. C'est tellement bref que ça peut passer inaperçu. C'est généralement l'enseignante à l'école qui rapporte ce phénomène. Voilà, regardez, le regard qui est vide. Ensuite, il reprend une activité normale. Voilà. Ensuite, nous avons les absences atypiques qui se voient dans le syndrome de Lennox-Gastaut qu'on verra dans le cours des syndromes épileptiques. Là, l'EEG montre des décharges de pointe onde bilatérales. Elles sont par contre irrégulières et parfois asynchrones à 2,5 Hz. Elles sont de début et de fin progressifs, contrairement aux absences typiques. Alors, ces décharges surviennent sur une activité de fond qui est perturbée. Elles ne sont pas déclenchées par l'hyperpnée ni par la stimulation lumineuse intermittente. Enfin, nous avons les absences avec myoclonie palpébrale. Elles se manifestent par des myoclonies des paupières avec élévation des globes oculaires vers le haut, voire aussi de la tête, accompagnées d'une absence. Les crises sont brèves, elles sont tellement brèves, elles durent 3 à 6 secondes. Elles sont déclenchées par la fermeture des yeux et la stimulation lumineuse. C'est quand le sujet ferme les yeux qu'il déclenche son absence avec surélévation des globes oculaires et de la tête. Ces crises se voient dans le syndrome de Givens, que nous verrons aussi dans le cours des syndromes épileptiques. Alors là, vous avez cette jeune fille en plein enregistrement, elle ferme les yeux et hop, elle fait son absence avec surélévation du regard vers le haut et c'est très bref, ça a duré 3 petites secondes. Alors nous en avons terminé avec les crises à début généralisé. Nous passons maintenant aux crises à début focal, anciennement appelées crises partielles. Alors dans la crise à début focal, la décharge intéresse initialement une zone corticale limitée. La crise débute par un signal symptôme d'une grande valeur localisatrice. Il est important de le rechercher pour identifier la zone épileptogène, c'est-à-dire le point de départ de la crise. Pendant la crise, l'organisation des symptômes varie selon la mise en jeu des réseaux neuronaux, c'est-à-dire selon la diffusion du potentiel d'action. La crise survient avec ou sans modification de la conscience. Elle peut rester limitée ou alors s'étendre à l'ensemble du cortex et on parle alors de propagation bilatérale tonico-clonique. L'EEG intercritique, c'est-à-dire l'EEG réalisé en dehors des crises, peut montrer des anomalies focales, mais important à savoir, un EEG intercritique normal n'élimine pas le diagnostic d'épilepsie.
Donc il faudra soit répéter le EEG, soit faire un enregistrement du sommeil ou au mieux un enregistrement des 24 heures. Retenez qu'un EEG normal n'élimine pas le diagnostic d'épilepsie. Les crises à début focal peuvent survenir avec ou sans phénomène moteur. Alors commençons par les crises focales avec phénomène moteur. Les phénomènes moteurs peuvent être des automatismes. C'est quoi les automatismes? Ce sont des manifestations motrices involontaires, plus ou moins élaborées, qui peuvent être oro-alimentaires à type de mâchonnement, mastication, déglutition, pourléchage ou alors des bâillements. Les automatismes peuvent être gestuels simples, comme le grattage ou le frottement des mains, ou gestuels complexes, comme par exemple fouiller ses poches ou déboutonner ses vêtements, ou bien ambulatoires, carrément le patient pouvant se déplacer dans la pièce durant sa crise ou fuguer, sortir de la maison. Nous avons également les crises focales atoniques qui se manifestent par une perte focale et paroxystique du tonus au niveau d'un membre par exemple. Les crises focales toniques qui se manifestent par une contracture brève et isolée d'un membre ou du cou. Les crises focales cloniques qui impliquent des secousses rythmiques soutenues et latéralisées d'un membre ou de la moitié du corps, un hémicorps ou de l'hémiphase. Enfin, nous avons les crises hyperkinétiques qui sont des crises hypermotrices qui peuvent se manifester par des mouvements de pédalage, des mouvements violents, de lutte. Elles sont souvent à point de départ frontal. Là, nous avons un enfant qui présente des clonies de l'hémiphase droite. L'enfant est conscient, il n'y a pas d'altération de la conscience. Il répond à la consigne de l'examinateur qui lui demande de détendre le bras. Donc, il s'agit d'une crise focale sans altération de la conscience. Là, nous avons un jeune homme en cours d'enregistrement vidéo EEG qui d'un seul coup présente une déviation de la tête vers la gauche avec déviation du membre supérieur gauche et du tronc. On a l'impression que le corps décrit une rotation vers la gauche. On parle alors de crise giratoire. Le patient ne répond pas à l'examinateur. L'examinateur constate un regard dévié vers la gauche, une mydriase et une rubéfaction de la face. Voilà. Après quelques secondes, le patient reprend ses esprits, donc on peut déduire qu'il s'agit d'une crise focale avec altération de la conscience. Après avoir vu les crises à début focal avec phénomène moteur, nous allons maintenant passer aux crises à début focal avec phénomène non moteur. Ces crises peuvent être végétatives et dans ce cas, le point de départ est souvent temporal interne. Ces crises ont pour principale manifestation des troubles dysautonomiques paroxystiques tels que des tachycardies qui durent quelques minutes, une polypnée qui est fugace, une hypersalivation, une rubéfaction ou une pâleur, une piloérection, c'est-à-dire la chair de poule, des sensations de pesanteur épigastrique ou de boule à l'estomac qui remontent à la gorge, des vomissements ou encore des douleurs abdominales. Mais toutes ces manifestations sont de durée brève. Deux éléments peuvent nous orienter vers une origine épileptique de ces phénomènes dysautonomiques. Le premier, c'est la durée qui va généralement de quelques secondes à maximum quelques minutes. Et le second élément, c'est le caractère stéréotypé, c'est-à-dire que les crises se répètent quasiment toujours de la même façon avec les mêmes manifestations. Toujours dans les crises focales avec phénomène non moteur, on peut assister à des crises à type de suspension d'activité, anciennement appelées crises akinétiques. Le patient se fige, il arrête l'activité en cours sans autre manifestation critique. Le diagnostic différentiel dans ce cas-là peut se faire avec les absences, qui sont néanmoins plus brèves, elles durent quelques secondes. Et elles sont un aspect EEG qui est caractéristique. Rappelez-vous, les fameuses bouffées de pointe onde généralisées à 3 Hz qui ont un début et une fin brusques qu'on a vu tout à l'heure. Rappelons que dans les crises focales, on retrouve à l'EEG des anomalies paroxystiques localisées à une région du cortex. Ces anomalies peuvent diffuser, mais elles ont toujours un point de départ focal, contrairement aux crises d'absence qui sont généralisées d'emblée. Troisième type de crise focale avec phénomène non moteur, les crises cognitives.
Ce type de crise fait référence à une altération paroxystique des fonctions cognitives et se manifeste par des pensées forcées, une impression de déjà-vu ou de déjà vécu, ou encore des troubles mnésiques, c'est-à-dire des troubles de la mémoire qui sont paroxystiques. Là encore, l'origine épileptique est suspectée devant la brièveté et la répétition des accès, et c'est l'EEG qui confirme l'origine épileptique. On peut également avoir des crises émotionnelles. Ce type de crise débute par une sensation de peur inexpliquée, ou alors une anxiété ou une joie, mais toujours sans contexte pouvant justifier l'émotion. Les patients peuvent également avoir des rires ou des pleurs involontaires et immotivés. Enfin, les crises sensorielles qui se manifestent par des paresthésies, des picotements ou des engourdissements, une sensation de chaleur ou de froid, des symptômes visuels à type d'hallucination ou illusion, des symptômes auditifs tels que les hallucinations auditives ou les acouphènes. Les acouphènes, ce sont les bourdonnements d'oreilles. Des manifestations olfactives, c'est-à-dire que le patient il a l'impression de sentir une odeur, qu'elle soit agréable ou non, pendant quelques secondes ou quelques minutes, mais cette odeur n'existe pas bien sûr. On peut avoir aussi des phénomènes gustatifs à type de dysgeusie, c'est-à-dire une modification du goût, mais toujours de façon paroxystique. Dans tous ces types de crises focales, l'analyse du tracé EEG nous permet d'individualiser une décharge focale au niveau de la région qui correspond au phénomène clinique. Les anomalies peuvent par la suite diffuser à toutes les dérivations si la crise se généralise secondairement. À ce titre, rappelons que les crises anciennement appelées crises partielles secondairement généralisées, sont appelées maintenant crises avec propagation bilatérale tonico-clonique. L'interrogatoire est l'élément clé pour identifier le début focal de ces crises. Donc, devant tout patient qui vient consulter pour une crise d'allure tonico-clonique généralisée, il faut toujours poser la question « Qu'est-ce que vous avez senti avant de perdre connaissance ?» ou alors « Avez-vous senti venir la crise ?» Si oui, on est devant une crise focale avec propagation bilatérale. Enfin, on ne peut pas parler de la sémiologie des crises sans évoquer l'état de mal épileptique. L'état de mal épileptique est défini par la récurrence, c'est-à-dire la répétition de crises épileptiques à bref délai, sans reprise de la conscience entre les crises. Il s'agit d'une urgence médicale fréquente et grave, pouvant engager rapidement le pronostic vital et imposant la prise en charge en unité de soins intensifs. Chez un patient connu épileptique, l'état de mal survient généralement en raison d'une mauvaise observance du traitement ou d'un sevrage brutal. Quelle est la conduite à tenir devant un état de mal épileptique? En fait, il est impératif de contrôler les crises avant 30 minutes pour prévenir la survenue de ce qu'on appelle les axos, c'est-à-dire les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique qui peuvent être irréversibles. Vu l'urgence de la situation, la voie veineuse et la voie rectale sont les seules adaptées. On commence généralement par injecter une benzodiazépine. Cette dernière a un délai d'action très rapide, mais une durée très courte. D'où l'intérêt d'associer une molécule à effet prolongé, telle que la phosphénitoïne ou le phénobarbital, qui est un antiépileptique majeur à effet prolongé. En cas d'échec, on peut utiliser des anesthésiques barbituriques comme le thiopental. Maintenant, si en interrogeant l'entourage, on relève une notion de mauvaise observance ou carrément d'arrêt du traitement antiépileptique ayant causé l'état de mal, il suffit de réadministrer le produit sevré. Bien sûr, il faudra rechercher et traiter d'éventuels autres facteurs déclenchants. Quels sont les diagnostics différentiels d'une crise d'épilepsie? Alors, devant une perte de connaissance sans témoin pouvant rapporter la notion de phénomène moteur, on évoquera une syncope et on demandera systématiquement un avis cardio. Devant un déficit neurologique focal et transitoire, on pensera à un AIT, un accident ischémique transitoire, par exemple devant un engourdissement de l'hémicorps ou une cécité de brève durée. Devant des hallucinations, on pensera à une on pensera à une aura migraineuse et on recherchera les caractères de la céphalée migraineuse. Devant des troubles de la mémoire paroxystique, on pensera à l'ictus amnésique. L'ictus amnésique est une affection neurologique rare mais bénigne qui se manifeste par une amnésie antérograde d'installation brutale complètement résolutive en moins de 24 heures, suivie d'une amnésie lacunaire de l'épisode, c'est-à-dire que le sujet ne s'en rappelle pas de son épisode.
Les crises morphéiques, c'est-à-dire les crises qui surviennent durant le sommeil, peuvent prêter le change avec des terreurs nocturnes ou des parasomnies. Pour rappel, les parasomnies sont des comportements anormaux survenant pendant le sommeil, comme par exemple le somnambulisme. Devant une crise atonique, il faudra éliminer une cataplexie. Qu'est-ce que c'est la cataplexie? C'est une perte brusque du tonus musculaire, sans altération de la conscience, déclenchée par une émotion, que ce soit une surprise, un rire ou une colère. Chez l'enfant, les erreurs de diagnostic les plus communes sont les spasmes du sanglot et les crises de migraine, où le tableau est dominé par une symptomatologie digestive. Enfin, il ne faut pas méconnaître les crises psychogènes non épileptiques, qui surviennent généralement chez des patients aux antécédents d'affections psychiatriques, dépression ou troubles somatomorphes, ce qu'on appelle la conversion hystérique. Passons maintenant au volet des étiologies. Là, nous avons deux cas de figure. Le premier, c'est le cas d'une crise inaugurale, isolée ou accidentelle. Et le second, c'est celui d'une crise qui survient chez un patient épileptique connu. Concernant les crises inaugurales ou accidentelles ou isolées, il faut savoir que tout individu est susceptible de présenter une crise d'épilepsie devant une agression aiguë du cerveau, ce qui ne fait pas de lui un patient épileptique. On parle alors de crise provoquée dont il conviendra de rechercher la cause, qui relève d'un bilan, d'un traitement et d'un suivi spécifique. Les principales situations pouvant provoquer une crise sont la fièvre, surtout chez l'enfant, et on parle alors de convulsions fébriles. Nous avons en seconde position les désordres métaboliques tels que l'hypoglycémie, l'hypo ou l'hypercalcémie, l'hypo ou l'hypernatrémie, l'insuffisance rénale ou hépatique. Donc devant toute crise inaugurale, il faudra faire un ionogramme, une glycémie et un bilan hépatique et rénal. Il faut savoir que les crises d'origine métabolique sont le plus souvent généralisées tonico-cloniques. Ensuite, nous avons les causes toxiques et iatrogènes telles que la prise d'alcool ou de cocaïne, l'intoxication au monoxyde de carbone, un surdosage en antidépresseurs tricycliques ou en neuroleptiques, en lithium ou en isoniazide, qui, comme vous le savez, c'est un traitement préconisé dans la tuberculose, ou alors la théophiline qui est utilisée dans le traitement de la crise d'asthme. Les causes infectieuses telles que les méningites et méningoencéphalites peuvent aussi engendrer des crises à la phase aiguë, de même que les causes vasculaires telles que l'encéphalopathie hypertensive aiguë ou un accident vasculaire cérébral dans sa phase aiguë, ou encore le traumatisme crânien sévère. Pour le deuxième cas de figure, c'est-à-dire une crise survenant chez un épileptique connu, il faudra penser en premier lieu à une interruption du traitement, auquel cas il faudra faire un dosage plasmatique des antiépileptiques pour vérifier si le patient prend correctement son traitement ou pas. Par ailleurs, la crise peut être déclenchée par l'exposition à des facteurs déclenchants tels que l'insomnie ou la stimulation lumineuse, d'où l'intérêt de prendre le temps à chaque consultation pour insister sur le respect des mesures d'hygiène de vie et expliquer aux patients, surtout les plus jeunes, qu'il faut respecter le cycle du sommeil et éviter l'exposition abusive aux écrans de télévision, ordinateurs, tablettes et smartphones. Maintenant, quels sont les gestes à adopter si vous assistez à une crise d'épilepsie? En premier lieu, il faudra faire le vide autour du patient en écartant tout objet potentiellement dangereux. Au mieux, glisser un vêtement ou un linge sous sa tête pour éviter qu'elle ne se cogne contre le sol durant la crise. Il ne faudra jamais vous amuser à introduire le doigt dans la bouche du patient pour éviter qu'il ne se morde la langue, car vous risquez d'y perdre le doigt. Il faut placer le sujet en position latérale de sécurité pour éviter les fausses routes. Et généralement, la crise se termine en moins de 5 minutes. Si elle se prolonge au-delà ou si le patient présente 2 crises successives, il faudra le prendre en charge immédiatement en unité de soins intensifs. Alors pour conclure, retenez qu'une crise d'épilepsie n'est pas synonyme de maladie épileptique. La crise d'épilepsie est un symptôme et l'épilepsie est une maladie chronique. L'interrogatoire est primordial pour connaître le début focal ou généralisé d'une crise. Au mieux, on demande aux parents de filmer les crises. Devant toute crise inaugurale, il faudra s'acharner à rechercher une étiologie avant de conclure rapidement au diagnostic d'épilepsie maladie. Devant une crise survenant chez un épileptique connu, il faut rechercher les facteurs déclenchants et surtout faire un dosage plasmatique des antiépileptiques pour vérifier l'observance du traitement. Enfin, l'état de mal épileptique est une urgence pouvant mettre en jeu le pronostic vital.
Donc, il convient de l'identifier et de le prendre en charge rapidement pour prévenir les complications irréversibles. Voilà, j'espère que le cours était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je vous remercie.